Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, la non-participation du Maroc au vote à l'Assemblée générale de l'ONU au sujet de la crise russo-ukrainienne. Et puis en seconde partie, la hausse du coût de la vie. Donc en cette première partie, nous allons d'abord en compagnie de mes chers invités ce soir. Nous allons revenir sur cette position du Maroc vis-à-vis du conflit en Ukraine, une position en alignement avec le droit international, notamment sur cette question de l'intégrité territoriale et l'unité nationale de tous les États membres de l'ONU. Et puis, en seconde partie, comme je le disais, il s'agit de flambée des prix, bien sûr la flambée des prix conjuguée à une sécheresse. Comment le gouvernement peut répondre aux doléances de millions de Marocains sur l'affaiblissement de leur pouvoir d'achat? Pour y répondre, se joindront à nous Adnan Benchkron, membre de l'Alliance des économistes istiqlaliens, et Mukhtar Bedraoui, membre du Conseil national de l'USFP. Mais avant, j'ai donc le plaisir d'accueillir mes invités ce soir. Bonsoir, Cheikh Rawel Oudani. Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Je rappelle, vous êtes expert en géopolitique, professeur universitaire, et notre professeur, cette fois, en droit international. C'est également joint à nous dans Questions d'actu. Bonsoir Zakaria Boudahab. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Merci de l'invitation. Alors messieurs, on commence peut-être d'abord par décrire peut-être la situation aujourd'hui sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que finalement la Russie est en train de prendre l'Ukraine? Cheikh Rawel Oudani. Écoutez, aujourd'hui, la situation elle est floue en Ukraine, sachant très bien aujourd'hui, par exemple, hier, il y avait la mainmise de la Russie sur la ville de Kherson, et après, donc, il y avait une attaque à travers la Crimée vers la ville de Mariupol qui est maintenant assiégée. Et donc la Russie, militairement parlant, il est en train de mener une tactique de siège, c'est-à-dire en train d'assiéger beaucoup de villes, surtout la ville de Kharkiv et aussi la ville de la capitale aussi de Kiev. Je pensais à peu près à 15 km selon des informations américaines, c'est à 15 km du centre-ville de Kiev. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a une stratégie un petit peu d'encercler le côte sud de la rivière d'Aniber, parce que c'est la rivière un petit peu où il y a une population qui est pro-russe, ce qu'on appelle le plateau de Donbass. Donc je pense, voilà, donc la situation il est alarmante, notamment surtout avec la montée fulgurante des nombres des réfugiés donc dans des pays européens, et aussi avec voilà, la mise en place d'une stratégie de porc qui pique de la part des Ukrainiens, ce qui fait qu'aujourd'hui, la durée de ce conflit armé va durer dans le temps. Et nous sommes dans un affrontement systémique entre deux acteurs, entre plusieurs acteurs d'ailleurs, de dimension internationale, ce qui plane vraiment une guerre sans fin s'il n'y a pas vraiment une vision commune de mener des bons offices et aussi une médiation et des pourparlers sûrs et certains entre les antagonistes. Alors, intéressant cette question de médiation. C'est la seule solution, selon vous, professeur Zakaria Boudahab, pour sortir de ce conflit. Quelle médiation? Il y a eu bien sûr des pourparlers, il y aura des pourparlers, mais avec quel résultat finalement? Oui, exactement. Disons, pour systématiser, il y a deux types de moyens pour régler les différends. Premièrement, si on s'adosse à la Charte des Nations Unies, le chapitre 6, qui est libellé règlement pacifique des différends. Donc il y a les consultations, il y a les négociations, il y a la conciliation, il y a le règlement judiciaire à la limite. Si on pouvait également, comme peut-être l'Ukraine l'avait déjà fait, par rapport à la Cour internationale de justice. Malheureusement, cette voie, je dirais, non pas a été enterrée définitivement, parce qu'on sait qu'il y a des rencontres entre les deux parties, mais elle a été du moins écartée. La deuxième solution, bien entendu, c'est lorsqu'on passe au chapitre 7, qui est libellé cette fois-ci moyen de coercition, lorsque le Conseil de sécurité, agissant en sa qualité de défenseur de la paix et de la sécurité internationale, pourrait activer soit d'abord les sanctions, ce qu'un certain nombre de pays ont fait déjà, mais le Conseil, on le sait, a été handicapé en raison ou à cause du blocage russe, le droit de veto. Sinon, il pourrait à ce moment-là autoriser l'utilisation de la force et donc la contrainte matérielle. Comme vous voyez, cette question n'a pas été programmée dans le sens où le blocage n'a pas permis cette option qui est de toutes les façons extrêmement dangereuse. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui?
Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, il y aurait d'abord un consensus ou une disposition à le faire? L'Union européenne, les États-Unis, les pays qui pèsent sur la scène mondiale, bon, la Chine a pris quand même une position assez particulière. Qui de ces pays, une troïka par exemple, pouvait empêcher la Russie de signer et persister et continuer dans sa lancée, dans son offensive, quand même avec tous les dégâts que nous voyons aujourd'hui devant les télés. Donc c'est déplorant. Moi je crois que peut-être l'option qui reste aujourd'hui, c'est pousser vers plus de pression sur la Russie notamment. Peut-être que la Chine doit sortir. Économique, c'est déjà le cas. Pas dans ce sens, mais une médiation. La Russie est isolée le Conseil de tous les aspects, un peu de tout. Ça va du sport jusqu'à l'économie. Je crois que même l'Union européenne doit peut-être changer de fusil d'épaule. Au lieu d'utiliser le langage de la menace, etc. Et oublions cette question de l'adhésion de l'Ukraine, au moins momentanément, au sein de l'OTAN. Il faudrait quand même que l'autre camp puisse un peu édulcorer les choses. À mon sens, pour préserver la planète contre énormément de fléaux. Parce que là, il s'agit de puissances nucléaires de premier plan. Et donc, au final, il faudra, à mon sens, privilégier plutôt le sens de l'écoute, de la modération, et examiner aujourd'hui comment on peut faire pour préserver ce qui est à préserver. Malheureusement, la situation est extrêmement déplorable et inquiétante. L'Assemblée générale de l'ONU, hier, a exigé que la Russie cesse immédiatement de recourir à la violence et à la force contre l'Ukraine. Peut-être une analyse sur les votes. Vous avez évoqué le veto de la Russie, et quelques pays, pour ne citer que l'Érythrée et d'autres pays. Mais la position de certains pays ne vous est-elle pas peut-être étonné ou c'était très attendu par rapport à ce vote hier à l'Assemblée générale de l'ONU? Donc, il y a alors 1, 2, 3, 4 postures consécutivement au vote qui a eu lieu hier au niveau de l'Assemblée générale qui s'est réunie en réunion extraordinaire d'urgence. Premièrement, ceux qui ont voté pour, 141 membres, bien entendu, l'idée par les États-Unis, etc. D'autres ont voté contre, comme la Corée du Nord, comme la Russie, ça va de soi, la Biélorussie, ainsi que d'autres. D'autres encore qui ont préféré l'abstention, et je crois que c'est plus de 35 pays, il me semble, dont l'Algérie, l'Iran, ainsi que d'autres pays, la Chine. Mais il y a d'autres pays, je crois 7 ou 8, qui ont préféré carrément ne pas prendre et ne pas se prononcer. Et là, on pourrait peut-être parler d'une posture un peu de neutralité, en laissant le soin, précisément à qui de droit, de donner un sens à cette posture. Bien entendu, si vous voulez que je parle du Maroc, on pourra le faire peut-être tout à l'heure. Oui. On va certainement en parler, c'est le sujet de notre émission. Mais je crois qu'il y a malheureusement un clivage aujourd'hui qui sort de ce vote d'hier. C'est cela. Absolument. Et ce clivage, c'est à cela que je faisais allusion, justement. Il y a un clivage. Pourquoi il y a ce clivage aujourd'hui, professeur Zakaria Boudab? Premièrement, les intérêts ne sont pas les mêmes de tous les pays, ça va de soi. La perception même du conflit. Troisièmement, peut-être que même la Russie, aujourd'hui, nous sommes encore au début, mais je ne sais pas s'il y a un enlisement par la suite, éventuellement utilisation d'armes dangereuses et prohibée, parce que déjà le droit international humanitaire a été rappelé par la résolution, donc violation, à ce moment-là, il y aurait nécessairement un changement de position. Nous sommes au début, peut-être ceux qui ont pris cette position espèrent encore que le conflit puisse prendre une allure plus ou moins atténuée et que nous puissions sortir de ce bourbier. Vous avez parlé de la position du Maroc, cette décision souveraine du Maroc de ne pas voter, professeur Cherkaoui Roudani, ne pas voter. Quelle analyse de cette prise de position du Maroc par rapport à ce vote hier à l'Assemblée générale de l'ONU? La première chose qui est très importante, vous savez, la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Donc aujourd'hui, il y a une certaine compétition, une concurrence mondiale autour du leadership ou bien autour de la mainmise sur les logiques stratégiques à l'échelle de la restructuration de l'ordre mondial. Et de fait, aujourd'hui, devant ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, il est très important de souligner que, étant donné que le Conseil de sécurité des Nations Unies est compétent au premier chef
de s'assurer de la paix et la sécurité et de régler ce genre de situations malheureusement qui sont déplorables, comme l'a qualifié notre ami Zakaria. Et aujourd'hui, ce que je vois par exemple dans ce vote, vu l'ampleur, parce que nous sommes dans une crise, ce n'est pas un conflit à l'échelle européenne, mais c'est un conflit avec des répercussions à l'échelle internationale. Certainement. D'autant plus aujourd'hui, si on voit ces équations géostratégiques qui sont en train de s'installer ou bien qui sont en train d'imprégner ce conflit armé, donc on voit qu'il y a des maillons faibles, l'Afrique, le monde arabe et l'Amérique latine. Et de fait, aujourd'hui, je vois que ce vote de l'ONU, c'est un vote, c'est-à-dire c'est un conflit manichéen, c'est-à-dire aujourd'hui, on impose une vision du monde manichéenne, le bien et le mal, sachant bien qu'on a besoin de la retenue, de la sagesse. Et de fait, moi, je pense que la position du Royaume du Maroc de la non-participation à ce vote, qui, faudrait-il rappeler, qu'il n'est pas une résolution contraignante, et les non contraignantes, c'est symbolique, est une décision sage, et on dirait sage parce qu'il puise dans le règlement des conflits à l'échelle des Nations Unies. Et aussi, un règlement pacifique. Voilà, on dirait, parce que n'oublions pas aujourd'hui que si aujourd'hui on parle de la guerre froide n'a jamais cessé d'exister et de continuer d'exister au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et de fait, le rideau de fer, peut vraiment tomber encore. Et de fait, aujourd'hui, les répercussions ou bien les impacts qu'il y aurait et les impacts de ce conflit vont toucher plusieurs nations. Je pense qu'aujourd'hui, le Royaume du Maroc, et d'ailleurs le communiqué de 26 février du ministre des Affaires étrangères, il était clair et lucide. Le Maroc est pour l'intégrité territoriale des États, et aussi le Maroc n'accepte jamais le recours à la force pour régler les différends ou bien les conflits pays membres des Nations Unies. C'est un combat diplomatique que le Maroc connaît très bien. Voilà, aujourd'hui, ça puise ce qu'on appelle dans la philosophie diplomatique du Royaume du Maroc, qui a toujours prôné le dialogue, les bons offices. D'ailleurs, il a une expérience très importante dans la paix et la sécurité en Afrique et dans le conflit israélo-palestinien. Le Maroc n'a jamais promu de s'engager dans un conflit armé pour résoudre un différend. Donc, et de fait, aujourd'hui, devant cette situation, devant ce conflit qui pourrait vraiment avoir des impacts et pourrait avoir des ondes de choc qui toucheraient le monde arabe, la géopolitique du Maghreb, la géopolitique du continent africain. Donc, je pense aujourd'hui, cette décision, elle est stratégique. Et aussi, il faut le rappeler que le Maroc, cette décision n'en relève guère de sa perception dans les relations stratégiques avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec qui le Maroc entretient des relations solides, stables et aussi sûres. Et il y a une confiance mutuelle. D'ailleurs, le Maroc, dans la lutte contre le terrorisme, il joue un rôle primordial. Dans la coalition de lutte contre le terrorisme, contre Daesh en Syrie et en Irak, le Maroc s'est engagé corps et âme pour assurer la paix et la sécurité à côté des forces américaines et européennes. Et de fait, aujourd'hui, cette crise entre la Russie et l'Ukraine impose une vision qui doit prôner donc une certaine sagesse dans la perception de la résolution, car essayer parce que continuer dans cette guerre comme ça avec la vitesse super lumineuse des hostilités, ça va mener à une guerre mondiale. Certains ont été alarmistes. D'ailleurs, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a déclaré pas plus tard que ce matin que le pire serait à venir. En tout cas, selon lui, on reviendra peut-être avec un commentaire là-dessus, mais restons sur cette abstention de vote du Maroc. Et est-ce qu'on peut faire un lien entre ce rappel du Maroc du principe de non-recours à la force pour régler les différends entre les pays et le fait que le Maroc soit membre des pays, des mouvements des pays non alignés? Professeur Abou Dahab.
Alors, comment précisément on peut interpréter l'attitude du Maroc ou sa position par rapport à la résolution qui a été adoptée majoritairement, il faut le rappeler, par l'Assemblée générale des Nations Unies, 141 pays ont été pour. C'est assez inédit quand même. Exactement, c'est inédit. Je crois, premièrement, si on avait adopté la posture de l'abstention, ça aurait pu être interprété comme un refus implicite. C'est-à-dire, en d'autres termes, on aurait dit à ce moment-là que le Maroc n'est pas d'accord avec la condamnation de la Russie et que par conséquent, plus ou moins, il lui donnerait raison. Moi, je fais le parallèle. Par exemple, vous savez, la résolution 2602, oui. On a critiqué la position de la Tunisie. Abstention, on s'était dit, tiens, la Tunisie n'a pas pris position en faveur du Maroc car cette résolution était un peu, on va dire, proche de la vision marocaine concernant la gestion de ce conflit. D'ailleurs, même la Russie s'en est abstenue. Aujourd'hui, si on s'abstient, donc notre position pouvait être interprétée comme un refus implicite de la condamnation. Le choix qui a été laissé, il me semble, sur le plan tactique, c'était carrément de ne pas prendre part nullement donc, au vote. Et à ce moment-là, on serait inscrit dans une logique de neutralité quasiment, je dirais, absolue. Pourquoi ? Parce que le vote, quand on ne participe pas au vote, il n'est pas comptabilisé. Ceci dit, il faut dire une chose très importante, parce qu'il y a eu le communiqué hier du ministère des Affaires étrangères, c'est qu'il inscrit cette position dans le cadre d'un package, ce qu'il a appelé un package. Ça veut dire, comme disait Servoudani, la déclaration du ministère des Affaires étrangères en date du 26 février dernier, Absolument. dans laquelle il a dit qu'il soutenait l'intégrité territoriale des pays. Et donc, franchement, c'était là un soutien à l'Ukraine, avec qui, il faut le rappeler, nous avons aussi des liens commerciaux, à peu près 500 millions d'euros par an. Nous importons presque 25% du blé marocain. de nos importations, nos besoins en céréales. Alors, ceci dit, le Maroc veut préserver ses intérêts stratégiques avec la Russie, qui est quand même une puissance de premier plan sur le plan politique et militaire, et en même temps membre permanent au sein du Conseil de sécurité. Je crois aussi il prend position par rapport à la teneur des termes contenus dans la déclaration, dans la résolution. Quand vous dites une condamnation et que vous qualifiez l'acte de la Russie comme étant une agression, à ce moment-là, vous autorisez, vous êtes d'accord à ce que la communauté internationale puisse prendre des mesures de rétorsion contre ce pays. Donc à ce moment-là, vous vous écartez plus ou moins de la logique de paix, de sécurité, de négociation. Et à ce moment-là, il y avait eu un calcul et une pondération à faire. À mon sens, ce n'était pas facile. Moi, je dirais, on était même sur le fil du rasoir, comme on dit. Vous voyez, c'était extrêmement délicat, mais je crois que le Maroc lui-même a considéré qu'il n'allait pas perdre ses alliances stratégiques avec ses partenaires, notamment les États-Unis et l'Union européenne, en adoptant cette posture, encore une fois, mais il faudra que la posture marocaine soit comprise de la part de ses partenaires. Voilà. Justement, juste par rapport à cette question d'adhésion au mouvement des pays non alignés et cette position du Maroc, est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux ? Oui, tout à fait, parce que le Maroc participait à la conférence de Bandung, d'ailleurs. Je crois qu'il était l'un des fondateurs de ce mouvement, qui a été fondé, je crois, en 1955. Le roi Mohamed V était l'un des adeptes de ce mouvement. Et on s'était dit quelque part que nous sommes loin de la politique des axes. Aujourd'hui, c'est un peu ressusciter une histoire qui se refait autrement. On est revenu à la logique de la guerre froide, mais autrement, donc guerre par procuration. Absolument. Une nouvelle polarisation du monde, ce qui est dangereux. Comme je disais tout à l'heure, un nouveau clivage, malheureusement. On voit un peu la Russie avec la Chine, peut-être avec l'Inde, qui s'est abstenue hier. Vous voyez. Donc, les BRICS, l'Afrique du Sud s'est abstenue, elle aussi, de la part, concernant ce vote. L'Algérie, d'ailleurs aussi. Une position quand même assez étrange et particulière, étonnante même de l'Algérie par rapport à ce vote, professeur Aboudab. L'Algérie, parce qu'elle se positionne au niveau gazier, déjà, avec des sanctions contre la Russie, notamment le Nord Stream 2. L'Algérie a proposé de livrer son gaz à l'Italie. Absolument. Et cherchant toujours à gagner par rapport au Maroc, parce qu'à chaque fois, il s'agit de se jauger. Certainement, il y a des tractations diplomatiques hier au niveau de l'Assemblée générale. Et je dis combien il est délicat pour nos représentants, monsieur le représentant permanent au sein de l'ONU, pour trouver une voie médiane pour défendre mordicus les intérêts stratégiques du Maroc. Une voie sage, pour reprendre les termes de professeur Cherkaoui Roudani. L'Afrique, les pays africains, vous avez parlé tout à l'heure de l'impact sur l'Afrique, mais pourquoi les pays africains aujourd'hui maintiennent une certaine distance par rapport à ce conflit russo-ukrainien ? Écoutez, parce qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais bien juste rajouter un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, l'erreur fatale, c'est de chercher d'enfermer le monde
dans un schéma manichéen, d'accord, à travers ce vote. Parce que là, ça sera vraiment la dislocation globale et ça sera vraiment, les répercussions vont être vraiment négatives à l'échelle internationale. Le continent africain, c'est l'un des continents qui seront les plus impactés à travers ce conflit armé parce que depuis très longtemps, et donc le continent africain, par exemple, les importations du blé et de plusieurs, par exemple, dans le domaine de l'agroalimentaire, donc il y avait beaucoup d'importations, et aussi parce qu'il y a des relations stratégiques et avec l'Occident et avec la Russie. Et depuis très longtemps, on a vu que l'environnement des relations bilatérales entre plusieurs pays du continent africain et aussi la Russie s'est intensifié. On l'a vu avec plusieurs sommets à Sochi, le sommet russe-Afrique. Et de fait, aujourd'hui, la fragilité des pays africains aussi, il faut la souligner parce que cette fragilité laisse les Africains un petit peu perplexes et un petit peu hésitants. Surtout qu'ils ne disposent pas assez d'éléments pour comprendre cette conflictualité qu'il faut dire structurelle. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des gens qui disent que c'est un conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais moi, personnellement, je vois que c'est un conflit, ce que je peux appeler sur la géographie politique globale, parce qu'il faut revenir en arrière, voilà, depuis même avant les années 90, sur cet antagonisme entre, voilà, la dimension ethnoculturelle, les Slaves, les orthodoxes, l'Église orthodoxe, l'Église catholique. Et d'ailleurs, depuis très longtemps, l'Église orthodoxe et l'Église catholique n'ont pas été rencontrées qu'en 2016 dans l'aéroport de La Havane à Cuba. Et de fait, on comprend, voilà, certains enjeux aussi idéologiques de ce conflit et ethniques. Et d'ailleurs, quand vous voyez par exemple le nombre d'habitants, bien les Ukrainiens d'origine russe, par exemple, en Ukraine, c'est à peu près 30%. Dans le Kazakhstan, par exemple, c'est 25%. Dans l'Azerbaïdjan, 30% aussi. Donc, on voit aussi, par exemple, l'interconnexion entre ce conflit et certains espaces géopolitiques. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que demain, ça sera la région de la Caucasie, ça sera l'Indo-Pacifique, le rétablissement d'un ordre mondial qui va s'acheminer vers une certaine convergence politique et opérationnelle, même militaire, avec la Chine, avec la Russie. Donc, et de fait, le continent africain, devant ce magma de données, ce brouillage, ce flou qui existe, donc il s'est retrouvé piégé, il faut le dire, otage de ce conflit entre la Russie et l'Occident. Et de fait, aujourd'hui, il y a le besoin de rester dans Mais l'Afrique, in fine, vous avez parlé, c'est intéressant, cette approche de parler d'un conflit qui est aujourd'hui international, parce que le conflit, clairement, n'est pas entre la Russie et l'Ukraine, c'est un conflit international. Mais du coup, l'Afrique n'a pas réellement de mots à dire dans ce... Non, mais il y a un point qui est très important. De mots à dire dans ce conflit. Géopolitiquement parlant. Entre l'Occident et la Russie, clairement, il faut dire les choses. Mais il y a un point qui est très important. Dans le continent africain, on dénombre à peu près 27 mouvements séparatistes. Il y a plusieurs zones grises. Il y a plusieurs vides géopolitiques. Donc, on voit par exemple le conflit entre le Front populaire de Tigré avec le gouvernement éthiopien, donc la Somalie, la Corne d'Afrique. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y a des zones qui pourraient vraiment, que le conflit pourrait être accentué à cause de ce soi-disant voilà, l'alignement avec X ou Y. Et de fait, aujourd'hui, le continent africain, il est vraiment dans une situation donc, entre deux chaises. Entre deux chaises, donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura comme répercussion, on ne sait pas, parce qu'on parle de acteurs majeurs au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, on parle de puissances qui disposent de l'armement dissuasif, le nucléaire, et de fait, il faut qu'ils trouvent une solution entre eux. Le problème, il est au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et entre les acteurs du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme j'ai dit, et c'est le compétent, au premier chef, de régler d'une manière sereine et sage ce conflit qui pourrait vraiment déclencher le chaos dans le monde entier.
Oui, c'est ce que craignent beaucoup d'observateurs, justement. Un dernier mot, professeur Zakaria Abou Dahab. Donc, on a parlé des négociations. Parlons de l'avenir. Pour rappeler cette déclaration de Jean-Yves Le Drian, le pire est à venir, selon vous. Et surtout, une question qui est très importante, après la résolution, après ce vote hier à l'ONU, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement d'attitude de la Russie, du Kremlin? Bon, la Russie, hier, c'est-à-dire officiellement, la réaction considère que la résolution a demandé à la Russie, donc la Fédération de Russie, de se retirer immédiatement, donc retirer les forces armées de ce pays. Elle n'a pas fait allusion à une quelconque condamnation, ça d'une part. D'autre part, il semble que, au regard de la continuation des opérations sur le terrain, que M. Poutine voudrait, et son équipe, carrément réaliser le dessin stratégique. Le fait accompli. Ouais. Et on le sait, il y a 3, je crois, revendications. Premièrement, la démilitarisation de l'Ukraine. Deuxièmement, la légalisation de l'annexion de la Crimée. Et en troisième lieu, empêcher une quelconque adhésion au niveau de l'OTAN. Maintenant, il y a une logique de force. C'est clair. On a écouté M. Biden hier, Congrès américain, qui a parlé d'un isolement de M. Poutine, d'aggravation des sanctions, etc. Il y a malheureusement ce clivage qui a été cité par Cyril Oudani en parlant du manichéisme, la logique mal, bien, axe du mal. Malheureusement, une rhétorique qui n'aide pas à arranger les choses. Je ne vous cacherai pas que je suis moi-même extrêmement inquiet de la situation. Les vies humaines potentiellement exposées à des armes qui peuvent être même prohibées, parce que même la résolution, en 4 pages, bactériologiques, nucléaires ou autres, qui sont prohibées par le droit international humanitaire, je crois que la situation, je dirais, très très grave quand on voit les déclarations faites par les responsables russes. Donc espérons tout simplement que les Russes eux-mêmes vont se résigner à la réalité et écouter la conscience mondiale et préserver les vies humaines, car franchement ce serait un cataclysme et c'est inédit depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui. Un dernier mot, professeur Cherkaoui Lodani, rapidement, pour clore cette discussion, et surtout un mot, en tout cas une vision de l'avenir. Écoutez, c'est un tournant historique. On vit dans un monde qui est en train de se métamorphoser, d'une restructuration de l'ordre mondial. Donc, le monde n'a jamais connu tel conflit avec les paramètres de force, parce que, comme je dis, ce n'est pas la Russie contre l'Ukraine, mais c'est la Russie contre l'Occident, contre les États-Unis, contre l'Europe. Je pense aujourd'hui, donc, on a parlé dans l'histoire de la crise de Cuba. Je pense que cette crise-là est plus percutante et plus grave que la crise de Cuba. Et donc, on ne doit pas chercher un Deus ex machina. Elle est plus grave parce que c'est proche de l'Europe aussi. Parce que là, la crise de Cuba, c'était entre les États-Unis et la Russie. Tout à fait. Aujourd'hui, la crise, l'Union européenne est impliquée également. Il ne faut pas s'attendre à un Deus ex machina qui va descendre pour trouver la solution. La solution, c'est entre les acteurs qui sont impliqués maintenant dans ce conflit. Malheureusement, comme vous l'avez cité, M. Zakaria, le coût humain, maintenant, on voit ce qui se passe à l'échelle de cette souffrance humaine, surtout des Ukrainiens qui fuient leur pays, qui fuient leur maison, des enfants qui fuient leur foyer. Donc je pense aujourd'hui, il y a une urgence de chercher, je ne sais pas, parce que la diplomatie, on a inventé la diplomatie pour régler les conflits, pour restructurer l'ordre mondial sur des bonnes bases, sur la manière avec laquelle on peut concevoir la paix et la sécurité. Je pense par exemple la position du Maroc le Maroc, il a été toujours attentif à la consolidation de la paix et la sécurité à travers le dialogue, à travers la sagesse, à travers la retenue. Comme on a rappelé, ça fait beaucoup de dossiers que, par exemple, quand on parle du crise du fleuve de Maïno entre la Côte d'Ivoire, le Sierra Leone, le Ghana, il y avait vraiment une imminente explosion de la situation. Le Maroc, il a été là pour asseoir une vision globale de la paix et la sécurité en Afrique. Je pense que ça, c'est un message pour les acteurs qui sont impliqués aujourd'hui dans ce conflit. Sinon, ça sera vraiment le désordre global. Et on commence déjà à sentir les impacts, notamment économiques. Merci beaucoup, professeur Cherkaoui Lodani. Merci beaucoup, professeur Zakaria Abou Dahab. Merci d'avoir enrichi cette discussion. Voilà, c'est la fin de la première partie. Je vous retrouve dans quelques instants pour, cette fois, parler de cherté, de coût de la vie. À tout de suite.
Quels sont les moyens dont dispose le gouvernement actuel, le gouvernement marocain, pour faire face à l'impact de la flambée des prix sur la poche de la citoyenne et du citoyen marocain? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau ce soir Adnan Benchkroun, membre de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Bonsoir Adnan Benchkroun, merci de vous joindre à nous. Merci pour l'invitation, à votre disposition. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. Mokhtar Bedraoui, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national de l'USFP. Bienvenue à vous également sur le plateau de questions d'actu. Merci beaucoup. Messieurs, un commentaire d'abord sur la situation. Plantons le décor. Adnan Benchkroun, la situation est-elle alarmante ou les commentaires sont-ils alarmistes? Bon, évidemment, c'est une bonne question. Ça dépend un peu. Dire qu'elle est alarmante, c'est un peu trop tôt. Ça dépend du scénario dans lequel on se projette. Le débat est installé. Est-ce que nous sommes devant une crise supplémentaire qui vient percuter le Maroc après le Covid? Ou est-ce que c'est une crise qui ne va pas durer? Quand vous dites la crise, c'est la sécheresse et la crise ukrainienne. Évidemment, l'ukrainienne, avec ses conséquences, qui vient se rajouter à la crise de l'eau, du gaz et du blé et de tous les phénomènes qu'on voit, que le consommateur marocain commence à voir directement dans les souks et les épiceries. Donc nous sommes dans cette situation. Alors il y a deux scénarios. Soit on considère que cette crise, au-delà de la sécheresse, au-delà qui arrive souvent au Maroc, qu'on sait gérer un peu. Peut-être que cette année, c'est une année un peu plus compliquée que d'habitude, mais généralement, on sait gérer une sécheresse. Ce n'est pas la première fois que le Maroc a une sécheresse. On va pas... Mais cette fois-ci, on a... En tout cas, inédite depuis 1981, selon les mots du ministre de l'Agriculture. Oui, le nouveau, l'ancien. L'actuel. C'est la sécheresse en cette année. D'accord. Dont on parle. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est une crise, celle de l'Ukraine est une crise qui va durer. Et donc cette hypothèse-là, à partir de cette hypothèse-là, je construis un raisonnement. Le gouvernement semble plutôt s'inscrire dans le scénario que la crise ne va pas durer et raisonne de façon Vous faites bien classique. de le dire parce que le ministre de l'Industrie, M. Riyad Mansour, l'a rappelé hier dans une interview accordée à Médien TV que la crise ne pourrait pas durer. Pourrait pas durer, c'est encore plus formel. Moi, je pense plutôt, on peut diverger, même avec nos ministres. On est dans le raisonnement, dans la prévision, dans un peu la spéculation. Mais en étant tous les deux istiqlaliens. Évidemment. On ne pense pas tous la même chose. On n'a pas... on discute, on essaye de convaincre l'autre. Parfois, on est minoritaire, parfois, ils sont majoritaires. Sur cette question de la crise, pour vous, elle va durer, elle va avoir plus d'impact qu'aujourd'hui. La crise ukrainienne. Moi, je me pose dans cette situation. C'est une crise qui va durer. Le problème de la sécheresse va être grave à l'été, c'est-à-dire les coupures d'eau, les risques de coupures d'eau, d'électricité, etc. C'est plutôt, il n'y a pas urgence immédiatement, il n'y a pas une urgence sur le mois de Ramadan, il y a des stocks, on sait gérer, nous avons des marges de manœuvre, mais ce qu'il faut gérer, c'est juillet, août, septembre, évidemment. C'est le moment critique, et s'il y a conjonction des deux crises, ça va être compliqué. L'opposition a appelé à, parce que bien sûr beaucoup de choses ont changé depuis ces éléments qui ont été, ou sur lesquels on s'est basé pour mettre en place ce projet de loi de finances, cette loi de finances 2022, en l'occurrence 80 millions, une production de 80 millions de quintaux de céréales, on en est très loin. On espère atteindre le tiers de cette projection. Un baril à $70, il a déjà frôlé et dépassé la barre des $110. Donc l'opposition a proposé, certains partis de l'opposition ont proposé qu'on recourt à une loi de finances rectificative. Est-ce que c'est toujours d'actualité, le Mokhtar Bedraoui? Est-ce que c'est l'une des solutions pour faire face à ces crises inédites auxquelles fait face le Maroc aujourd'hui? Merci. Eh bien, si c'est pour une loi de finances rectificative, moi j'ai dit oui. Elle est plus que d'actualité. Pourquoi? Parce qu'une loi de finances qui a été programmée bien avant l'avènement de ce gouvernement, et c'est basé sur des hypothèses fortes qui sont
le prix du baril du pétrole, ou plutôt on a transformé ça sur la tonne du butane et une récolte céréalière. Et une récolte céréalière, hormis que les hypothèses devaient être élargies dans une situation assez particulière, marquée par les séquelles qui sont structurelles de la pandémie et qui n'ont pas été prises en considération suffisamment. Très bien. Suffisamment. J'apprécie que Stephen Shkron dise de lui-même qu'il est divergent avec son ministre. Il peut, mais il l'est. Il l'est dans son dire actuel. Dans la formulation, pourrait. Après, ce n'est pas les mots du ministre, mais en tout cas, c'est l'idée. Ce qui confirme que ce qu'on pense à l'opposition, il est partagé, mais en silence. Mais en silence. Ça, c'est votre, mais en silence. C'est votre formulation des choses. Ce n'est pas notre sujet, messieurs. Revenons à la loi de finances rectificative, ou en tout cas, par rapport à cette... Parlons avenir. Est-ce que vous pensez, bien sûr, l'Alliance des économistes circlaliens a proposé certaines mesures à prendre d'urgence pour répondre à l'urgence de la cherté du coût de la vie. Votre commentaire là-dessus, que propose aujourd'hui l'opposition à ce gouvernement pour mieux gérer ces aléas, parce que ce sont des aléas, soient-ils climatiques ou d'ordre géopolitique? Bon, ce que nous proposons d'abord, c'est de revoir cette structure de majorité et les relations qui sont faites avec l'opposition. Qu'on soit plus à l'écoute. Qu'on soit plus à l'écoute de l'opposition. L'opposition a bien apporté des solutions et des recommandations. Elle a même tiré la sonnette d'alarme sur la réalisation des programmes. Bien avant le mois de février. Bien avant le mois de février, nous avons parlé comme quoi le modèle qui est dans le sous-jacent devait être le nouveau modèle de développement. Il y a un certain éloignement, un désancrage par rapport à cette ligne que le Maroc veut. Le Maroc, avec toutes ses composantes, majorité forte, il y a eu sur l'organe législatif, l'opposition n'a pas été entendue en temps. Parce que vous l'avez bien dit, ce n'est pas la peine de tomber dans des chiffres, on peut les faire parler comme on veut. Regardons l'avenir, le futur, la situation, elle est grave. Elle est très grave. Et les répercussions, on va les ressentir, pas uniquement en 2022, mais ils vont nous accompagner même en 2023. Alors, face à des crises, une conjugaison de crises, la crise russo-ukrainienne viendra, oui, ajouter sa touche, mais elle est mondiale. Elle est mondiale. Oui, mais pour un pays qui dépend Il y aura des externalités négatives. Il y aura des externalités négatives. Effectivement, ça dépend des céréales. Mais pourquoi depuis plusieurs années, avec un plan Maroc vert, on n'a pas réussi à développer une certaine autosuffisance et une certaine rationalisation des investissements en agriculture pour qu'on reste fortement dépendant de ces relations, de ces approvisionnements? Pourquoi? La question, elle est là. Est-ce qu'on risque une pénurie aujourd'hui, enfin demain, au cas où la crise s'enlise en Ukraine, Adnan Benchkron? Évidemment. Les prix, ils sont... Flambée des prix est une réalité aujourd'hui, depuis quelques mois, bien avant la crise en Ukraine. Le problème, c'est qu'on a la conjonction entre le prix, c'est ça. À la rigueur, on peut jouer la compensation, on peut compenser les prix, mais le vrai problème, c'est la disponibilité, l'accessibilité. Oui. Parce que le problème de ce qu'on achète de l'URSS, c'est 12 milliards de dirhams. L'ex-URSS. La Russie. Je suis vieux. Non, mais parce que l'Ukraine... Je suis de l'ancienne école. Pas du tout. Non, loin de moi cette idée. Mais l'Ukraine aussi, qui faisait partie de l'URSS, exporte aussi vers le Maroc. Donc vous faites bien de dire... mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce que j'importe de l'Ukraine, c'est 2,7 milliards. Donc beaucoup de blé, beaucoup de grains, céréales, etc., etc. La Russie, c'est la même chose. On est sur des chiffres de milliards. Le gasoil, c'est 2 milliards qu'on importe. Donc il est évident... Si c'était qu'une question de prix, à la rigueur, ça coûte au budget. Mais le problème, c'est qu'il faut que je le trouve, parce que tout le monde, tous les gens qui importaient de la Russie et de l'Ukraine vont aller chercher ces produits ailleurs. Donc il y a un effort énorme du gouvernement pour, ce qu'on a dit, coacher les importateurs marocains, créer une certaine connivence
avec les importateurs marocains, les aider à pivoter sur d'autres sources d'approvisionnement et mobiliser nos conseillers économiques au niveau des ambassades des pays exportateurs de ces produits qui risquent de nous manquer. Il faut une mobilisation. Il ne faut pas se mettre dans une situation qui peut être grave, qui n'est pas encore grave, mais le gouvernement, majorité et opposition, dans ces histoires, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Si le Maroc manque de blé, tout le monde est pénalisé. Donc, il y a une mobilisation à créer, il y a une cellule de veille à créer pour tout éviter, pour diminuer la conséquence de cette rareté de produits et le coût supplémentaire qu'il faut payer, quitte à... Alors, vous avez parlé d'une loi de finances rectificative. Moi, je dis non, elle n'est pas d'actualité, il faut attendre un peu. S'il devait y avoir une loi de finances rectificative, c'est plutôt deuxième trimestre de l'année ou troisième trimestre de l'année. C'est là où on voit de façon budgétaire où est-ce qu'il faut couper. Mais on entrevoit que la gestion du budget n'est pas du tout évidente cette année. La gestion du budget n'a jamais été évidente au Maroc. Non. Jamais. Adnan Bechkroun, vous le disiez depuis tout à l'heure, on est face à plusieurs crises. Oui. Donc, et n'oublions pas que le Maroc est engagé dans une réforme sociale qui est quand même conséquente et très budgétivore. Oui. Donc, l'enseignement et la santé. Absolument. Donc comment, et c'est généralisation de la couverture sociale. La santé. Comment répondre à ces besoins? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le gouvernement est réellement prêt à répondre à ces urgences? Le gouvernement, évidemment, travaille à court terme, à moyen terme et à long terme. Oui. Il a 3 mandats. Un exemple, le gouvernement débarque et trouve le programme des barrages et des stations de dessalement retard de 7-8 ans. Donc, à moyen terme, il doit accélérer ses programmes. C'est ça. Si on n'avait pas perdu 10 ans avec l'ancienne majorité, peut-être que ces problèmes seraient d'un ordre un peu plus léger. Mais l'état de la situation, c'est que les barrages, ceux qui devaient être construits, ont un retard terrible, et les dessalements qui auraient pu sauver la situation, etc. etc. Donc le gouvernement va agir sur une accélération qui nécessite des investissements énormes. Donc, et qui n'est pas pour demain. Enfin, qui n'est pas pour l'avenir proche. Donc, à moyen terme, c'est-à-dire, au lieu que ce soit ce trimestre-là, celui de juillet, août, septembre, c'est des mesures pour une résilience pour la conjonction de ces problèmes. Et l'immédiat, c'est que je suis passé ce matin à la pompe d'essence, le gasoil est à 11,43. Ça touche le consommateur immédiat, ça c'est du quotidien. Donc, il doit appuyer sur le quotidien, il doit appuyer... Alors, parlons du quotidien, parce que ça concerne nos téléspectateurs, ça nous concerne tous. Le quotidien, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? On parle de la caisse de compensation, qui prend en charge, bien sûr, la cherté et la flambée des matières premières. Pas toutes, bien sûr, parce que nous n'avons pas les ressources pour, mais celles de grande utilisation et consommation. Oui, ils prennent le blé, 900 millions de dirhams. C'est ça, le butane. Le sucre, 3 milliards. Oui, 3 milliards. 3 milliards. L'énergie, 14 milliards. Oui. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien. Est-ce qu'il fait assez? Non, mais de toute façon, c'est le cas pour tous les gouvernements. C'est-à-dire la caisse de compensation existe bien avant le gouvernement. Absolument. Et d'ailleurs, il y a des voix qui s'élèvent depuis quelques années maintenant pour qu'elle soit réformée. Toujours. Ben, ça ne fait pas partie du plan du gouvernement. Ça, c'est une autre histoire, parce que même dans la déclaration du gouvernement, il y a une allusion à cette réforme de la caisse de compensation. Absolument. La divergence qu'il y a, c'est sur l'essence et le gasoil. Est-ce qu'on plafonne ou on ne plafonne pas? Tout le reste, tout le monde est d'accord. On va subventionner la farine, on va subventionner le sucre, on va faire attention au miel, on va faire attention aux œufs, tout ce qui est propre à Ramadan, les lentilles, Donc etc. vous pensez que le plafonnement le bouclier de Ramadan est une solution inévitable? Je ne vois pas d'autre solution dans l'immédiat. Plafonner les prix, tous les prix, même ceux du gasoil. Pour moi, très bien. Ça ne semble pas être ça a été contredit par le porte-parole du gouvernement hier, en disant on ne le fait pas. Il n'y a pas de CVE, il n'y a pas d'activation du comité de veille économique qui a été créé pour juguler les crises, en tout cas les effets de la crise Covid-19. Il s'inscrit dans la même démarche de la déclaration du gouvernement, c'est que si je dois faire
cette couverture sanitaire, cette protection sociale, etc., je n'ai pas les moyens de faire les deux. Donc il veut pour l'instant, il ne veut pas plafonner. Pour l'instant. Pour l'instant. Moi, je pense qu'il le fera. Moukhtar Bedraoui, membre du Conseil national de l'USFP, un commentaire sur tout ce qui a été dit. Non, j'ai plusieurs commentaires d'abord. Allez-y. Plusieurs commentaires. Enfin, toujours on parle d'allusion, on verra. Et dans la politique, dans des situations pareilles, il faut avoir un courage. Vous pensez que ce gouvernement manque de courage? Bon, en même temps, il est timoré. Si ce n'est pas du courage, il est timoré. Toutes les crises auxquelles il fait face. Quand on traite des choses très sensibles, faites très attention. La problématologie, elle doit être de mise. Faites très attention à annoncer ou qu'on trouve certaines solutions qui ne vont pas résoudre le problème. Oui. Si vous dites que vous travaillez, d'ailleurs je corrige, vous n'avez pas 3 mandats, hein. Peut-être vous avez 3 échéances. Vous avez dit 3 mandats, court terme, moyen terme, long terme. Ah, ça, ce n'est pas des mandats. Pour le moment, vous avez un seul mandat, vous venez de le commencer, et vous le commencez très mal, très mal. Vous le commencez très très mal. Le gouvernement le commence Pourquoi? avec cette majorité très mal. Pourquoi Moukhtar Bedraoui? Ce gouvernement, globalement, a été élu sur un programme très ambitieux, que franchement, nous, à l'opposition, notamment à l'USFP, à travers le premier secrétaire, à travers nos instances, nous avons dit que c'est impossible de réaliser ce qui est dit. À l'époque, avant septembre, parce qu'on voyait toutes choses étant égales par ailleurs et la sécheresse, d'ailleurs, moi je permets de vous dire, j'observe la situation hydrique dans certaines régions du Maroc, la sécheresse ne date pas d'aujourd'hui. Les problèmes s'aggravaient depuis 4 ans, depuis 4 années. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'est pour ça qu'il a parlé il a parlé de retards qui sont relevés aujourd'hui sur des projets qui sont il a incombé à l'ancien pour le gouvernement. Mais l'ancien gouvernement, je comprends. Bon, il l'a dit au début, nous étions dans l'opposition. L'autre responsable du retard, c'est l'ancien gouvernement. Attendez, quand vous rentrez à un gouvernement, quand un gouvernement fait une passation, je suis désolé, il prend l'actif et le passif. Ben oui. Il prend l'actif et le passif. D'autant plus. Il s'active à rattraper le retard. D'autant plus qu'il n'y a pas eu un grand changement dans la configuration de ce gouvernement. La majorité, elle était présente dans l'ancien gouvernement et elle dirigeait les postes clés. En l'occurrence, les finances et l'agriculture pendant 10 ou 15 années. Donc, s'il vous plaît, venir dire que ça nous surprend, impossible de dire ça. Il fallait le planifier. En matière de gestion d'agence publique, il faut faire preuve d'intelligence économique. Il ne faut pas attendre de se mouiller de la pluie, il faut la sentir avant. Là, on aimerait bien être nos terres, en tout cas, sont très assoiffées d'être mouillées par la pluie. En tout cas, juste pour revenir, pour revenir à un commentaire par rapport à ce gouvernement, à sa gestion de la crise qui va venir. Juste terminer sur une chose. Le mois de Ramadan n'est pas réellement la station ou la date jalon que le Marocain va rencontrer. Le Marocain le rencontre maintenant. Alors, si vous dites que ce n'est pas grave, et vous faites allusion au stock de sécurité qu'on a, on va le toucher. 4 mois. Désolé, quand on arrive à ça, c'est grave. Deuxièmement, ce n'est pas uniquement la quantité, c'est les prix. Déjà, le 11 dirhams 43, ça ne concerne pas le Marocain normal. Hein. Ça, c'est la version gasoil améliorée. Mais celui qui est fortement consommé, il est 10,81. Pourquoi on parle de caper la valeur à la station? Mais il y a eu un certain moment une sortie de l'Istiqlal. Il y avait une vacance au poste du ministère des Finances, a été cumulé le mandat et on a négocié en moyen les produits dérivés pour caper les prix à 10 dirhams. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Moyennant une prime. Faites très attention. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi elle n'est pas activée? Pourquoi elle n'est pas activée? Pourquoi elle n'a pas été reconduite? Vous me dites, non, on n'a pas besoin d'une loi de finances rectificative. Pour l'instant. Mais quand est-ce que vous allez la préparer? On va la concocter en 24 heures, 48 heures, mais c'est impossible. Tous les indicateurs sont là. Oui. La cherté, la rareté. La durée de la crise, vous n'avez pas la durée de la crise. Le problème, les gens parlent de matières premières, c'est dans un seul segment, c'est les intrants qui sont finis et parfois la matière première sort de chez nous. Sort de chez nous pour être transformée et nous renvoyer en produits finis. On va augmenter
la facture en valeur, Mais alors, En quand vous valeur, dites cette les loi de choses ne finances sont pas rectificative, elle doit rectifier quoi? J'y viens, Est-ce qu'elle doit j'y rectifier bien sûr, elle va rectifier le budget de l'État. Les allocations. Les allocations à quoi? Une loi de finances, elle gère un budget. C'est aussi simple que ça, c'est les recettes, les dépenses. Non, non, oui, mais je Les parle recettes. des dépenses, parce je que vais- les recettes, on les connaît. je vais elles lui sont, expliquer. elles sont tout simplement amenuisées parce que, pour les raisons qu'on a citées. Oui, mais c'est une inflation importée, Et, on le sait. Oui, mais du coup, qu'en est-il Et des... C'est une inflation importée qu'il faut étouffer. Ah, Il faut étouffé. avoir- Comment On ne Très peut bien. pas. Mais On si, peut pas. mais si. Vous avez une inflation importée, une inflation locale, une D'accord, on crise de écoute. l'offre, une balance commerciale qui va se Déficitaire. dégrader davantage. Elle s'est On va dé- creuser c'est sur nos déjà- réserves en attendant- de l'échange. Le déficit La est contrepartie de déjà la masse creusé. monétaire va en pâtir. Qu'est-ce qui va se passer? Augmentation des taux d'intérêt et une crise de liquidité. Vous voulez plus que ça? Non, Peut-être non, la planche non, à billets. Non, 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 Je non. sais pas. On a assez de devises pour ne pas créer la panique, pour continuer à importer. Nous avons géré On a un le taux de Maroc. couverture qui est très bas. On a un Non, taux de non, couverture qui non, est très bas. Non, non, excusez-moi. Nous sommes en train de... Un gouvernement raisonne en deux, trois temps. À court C'est-à-dire, terme, il faut une séquence. On sortait de Delta. Personne n'avait prévu Omicron. Et il était question, le 4e trimestre, de faire une relance. Le Micron a retardé une politique de relance du gouvernement pour 2022. C'est ça la philosophie du début de mandat de ce gouvernement. Il y avait un... Mais ce n'est pas son programme. Attendez. Ce n'est pas son programme Mais si, électoral. D'ailleurs, le programme, vous aurez dû le voter. Il est tellement socialiste que vous aurez dû voter ce programme de ce Mais gouvernement. bravo de le dire. Bon, D'accord. donc, Vous et le PPS, vous les aurez dû gens qui voter ce savent gouvernement. gérer ça, Je continue ma démonstration. les gens qui savent gérer ça, Après, il faut les consulter. Après. Un peu d'humilité intellectuelle et politique. après l'Omicron, personne n'avait vu venir cette crise. Adnan Bouchkros, ce serait bien qu'on parle vraiment, il nous reste 2 minutes. Ce serait qu'on parle de l'avenir. Qu'est-ce que vous proposez? L'avenir, Aujourd'hui, de toute façon, l'heure n'est pas au bilan, ni Tout au. à fait. L'heure aujourd'hui est à l'action. L'action que doit prendre ce gouvernement pour juguler gouvernement l'inflation importée ou même celle qui est endogène. Très bien. Le gouvernement doit, le plus rapidement possible, créer un bouclier pour le pouvoir d'achat des Marocains. Comment le financer? On le finance dans l'immédiat par le déficit. Donc plus d'endettement, Par le déficit. par la dette. Le déficit est toujours un morceau de la dette. Non, par la dette ou pas par la dette. Si, si, le déficit. par la dette. C'est par la dette. Pourquoi pas À court l'austérité? terme, à Pourquoi court pas, terme. pourquoi pas l'austérité? Vous avez dit une phrase très importante tout à l'heure. L'austérité, le Maroc. Tout le monde est pénalisé. Aujourd'hui, opposition comme majorité est, Oui. est pénalisée. Oui. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas faire un effort financier? Si, mais vous faites une séquence à court terme. Le Maroc vient de sortir d'une crise terrible. L'économie était morose pendant 2 ans. Les Marocains ont envie de respirer. Vous ne pouvez pas leur injecter de l'austérité comme solution. Je ne parle pas immédiate. d'austérité dans le budget. Je parle de D'austérité. budget tout simplement de fonctionnement. Si tout le monde doit mettre la main à la pâte et tout le monde est pénalisé. La marge d'austérité sur le budget de fonctionnement est tellement réduite. On peut couper 5%. Ça ne C'est résout déjà pas cela. le problème. Ça ne résout pas le problème. L'austérité sur le fonctionnement est Donc vous, dérisoire. la solution, c'est l'endettement. À court terme, c'est-à-dire on peut Très bien. faire un effort d'endettement Combien? sur le... Vous avez calculé une base de 15 milliards, il me semble, j'ai vu ça oui, sur la presse. 10-15 milliards, 15 milliards de dirhams. Pour quel produit? pour couvrir les produits de première nécessité. des Hydrocarbures Marocains. inclus. Oui. Oui, très bien. Un dernier mot. Pour sur ça. les propositions de solutions, je déclare d'abord que l'opposition, notamment l'USFP, elle est solidaire sur ce point qui est d'intérêt national Marhaba. et un enjeu social. Marhaba, j'espère que vous allez... Il faut être concret, congru. Il faut le D'accord. faire. Il faut le faire. Très bien, n'hésitez pas. concrètement. Maintenant, le recours à l'endettement, ils n'ont pas d'autre choix. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais de recourir au endettement. Très bien, Mais donc il faut vous- être très intelligent Vous vous rejoignez là-dessus. dans la source de l'endettement et son utilisation. Sa Majesté a eu la bienveillance d'ordonner à débloquer une somme à même le fonds Hassan II de 10 milliards, qui a Fonds été, Hassan de 3 milliards. dont une grande partie a été affectée à la gestion du crédit agricole, mais avec des mesures qui certainement ne nous donneront rien, parce qu'elles sont mal orientées. Faites très attention, consultez. Le gouvernement doit consulter
la majorité. Très bien. Une et solution pas concrète. d'austérité pour le peuple. Une solution d'austérité concrète, pour les Moukhtar Marocains. Bedraoui. Une solution concrète. Donc l'endettement, vous proposez un peu aussi Et de rectifier le budget. Rectifier le budget. La loi de rectifier finances rectificative Oui, oui. pour vous, c'est inévitable. C'est inévitable. Merci beaucoup, Moukhtar Bedraoui, membre du Conseil national de l'USFP. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Adnan Bouchkharoun, membre de l'Alliance des économistes Istiqlalia. Merci aussi à vous pour l'ensemble de vos éclairages, pour cette belle analyse. beaucoup Merci, pour messieurs. l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de Question d'Actu. Très bonne soirée à tous.